L'annonce du remariage de Marcelo Tounassi n'a pas été reçue comme une simple nouvelle personnelle. Pour une partie du public chrétien qui suivait encore, cette décision a eu l'effet d'un choc brutal. Parce qu'au-delà d'un homme qui refait sa vie, beaucoup ont vu un symbole se fissurer. Dans l'esprit de nombreux fidèles, Marcelo et Blanche formaient bien plus qu'un couple. Ils représentaient une image forte du ministère, de la famille, de la vision portée à deux, de la stabilité spirituelle. La disparition de Blanche avait déjà laissé une blessure profonde dans l'imaginaire de ceux qui suivaient leur parcours. Son nom restait associé à une présence, à une histoire, à une place importante dans la construction de l'univers de Marcelo Tounassi. Alors, quand l'annonce du remariage arrive, elle ne tombe pas dans un terrain neutre. Elle tombe dans une mémoire encore marquée par l'absence, dans une émotion encore vive, dans une communauté qui n'a pas forcément refermé la page. Et c'est là que la décision devient explosive. Car pour certains, il ne s'agit pas seulement de savoir si un veuf a le droit de se remarier. La vraie fracture se situe ailleurs, dans le moment choisi, dans la vitesse perçue de ce nouveau départ, dans le décalage entre ce que Marcelo Tounassi a considéré comme un chemin personnel de reconstruction et ce qu'une partie du public était émotionnellement prête à accepter. Beaucoup n'ont pas regardé cette annonce comme un simple acte de vie privée. Ils l'ont regardé avec le poids du deuil, avec le souvenir de Blanche encore présent, avec l'idée que certaines blessures étaient trop récentes pour voir surgir une nouvelle union sans malaise. À partir de là, le remariage cesse d'être une décision intime. Il devient un événement public, un sujet de débat, un point de tension qui dépasse largement la sphère familiale. D'un côté, Marcelo Tounassi apparaît comme un homme qui affirme son droit à avancer, à reconstruire sa vie, à prendre une décision qu'il dit réfléchie, assumée et conforme à sa conscience. De l'autre, une partie des chrétiens ne voit plus seulement un homme libre de refaire sa vie, mais un pasteur exposé, un leader spirituel, un visage public dont chaque choix prend une portée bien plus grande que celle d'un simple citoyen. C'est précisément dans ce décalage que la division commence à naître. Ce que Marcelo Tounassi a peut-être vécu comme une étape de reconstruction, d'autres l'ont perçu comme une rupture trop rapide avec une histoire encore douloureuse. Ce que lui a présenté comme un nouveau chapitre, certains l'ont reçu comme une annonce trop lourde, trop tôt, trop difficile à entendre. Et plus le sujet sort du cadre privé, plus il touche quelque chose de sensible dans le monde chrétien. La manière dont les fidèles projettent sur leur pasteur des attentes qui dépassent parfois les textes, la manière dont l'émotion peut peser autant que la doctrine, la manière dont un remariage, pourtant permis pour un veuf, dans de nombreuses lectures chrétiennes, peut quand même devenir un point de fracture dès lors qu'il se heurte à la mémoire d'un couple qui avait marqué les esprits. Cette scène, c'est donc le point de départ de la tempête. Le moment où une décision personnelle se transforme en débat collectif. Le moment où Marcelo Tounassi ne fait plus seulement face à la douleur d'avoir perdu Blanche, mais aussi au poids d'un regard chrétien partagé entre compréhension, gêne, désaccord et interrogation. Le moment où son remariage ne soulève plus seulement une question sur sa vie, mais sur ce que les fidèles attendent d'un pasteur veuf, sur la place laissée au deuil sur la frontière entre la liberté d'un homme et l'image d'un leader spirituel. Et à partir de cet instant, une question va dominer toute l'affaire. Marcelo Tounassi a-t-il simplement exercé un droit légitime de faire sa vie, ou a-t-il franchi une ligne que beaucoup de chrétiens n'étaient pas prêts à voir se franchir si vite? Pour une partie des fidèles, le problème n'était même plus seulement le remariage lui-même. Le vrai choc venait de ce qu'il semblait casser une image qui, pendant des années, avait été presque sacrée dans l'esprit de beaucoup, celle du couple Marcelo et Blanche Tounassi. Ce couple ne représentait pas uniquement une relation privée. Il représentait un modèle, une vitrine du ministère, une histoire suivie par des milliers de personnes qui avaient associé leurs visages à une œuvre, à une stabilité, à une vision portée ensemble. Quand Blanche meurt, cette image est déjà brisée par la douleur. Mais avec l'annonce du remariage, certains ont l'impression qu'on leur demandait d'accepter un deuxième basculement, presque sans transition émotionnelle. Et c'est là que la tension devient beaucoup plus profonde qu'un simple débat théologique. Parce que la question n'est plus seulement « un veuf peut-il se remarier ?» La question devient « comment les fidèles vivent-ils le fait de voir disparaître une figure marquante, puis voir le pasteur reconstruire sa vie, alors que, dans leur propre esprit, la page n'est pas encore refermée ?» Marcelo Tounassi, lui, peut considérer qu'il a traversé son deuil à sa manière, qu'il a prié, réfléchi, pris sa décision devant Dieu et selon sa conscience. Mais le public, lui, ne vit pas ce deuil de l'intérieur. Il le regarde de l'extérieur, à travers les images, les souvenirs, les paroles, la mémoire de Blanche, et surtout à travers la place symbolique qu'il donnait à ce couple. Résultat, le remariage ne touche pas seulement la vie de Marcelo Tounassi, il touche l'imaginaire spirituel de ceux qui l'ont suivi pendant des années.
Certains y voient le droit légitime d'un homme à ne pas rester enfermé dans la solitude. D'autres y voient une décision qui bouscule trop vite la mémoire d'une femme encore très présente dans les cœurs. Cette fracture émotionnelle devient encore plus forte parce qu'elle se mélange à une autre réalité. Marcelo Tunasi n'est pas un homme anonyme. C'est un pasteur exposé, un prédicateur écouté, un leader dont la vie privée ne reste jamais vraiment privée. Chaque choix prend une dimension collective, presque pédagogique, comme si sa vie devait en permanence envoyer un message à ceux qui l'écoutent. Et c'est justement ce poids qui rend l'affaire si sensible. Quand un homme ordinaire se remarie après un deuil, cela reste souvent une affaire de famille, de proches, d'intimité. Quand un pasteur connu se remarie après la mort d'une épouse que tout son public connaissait, la décision devient une affaire de perception, d'émotion, de symbole, de loyauté à une mémoire et parfois même de projection spirituelle. Certains chrétiens n'ont donc pas seulement jugé un calendrier ou une décision personnelle. Ils ont réagi à ce qu'ils ressentaient comme un déplacement brutal d'une histoire qu'ils n'avaient pas encore fini de pleurer eux-mêmes. Voilà pourquoi cette annonce a divisé autant. Parce qu'elle a réveillé en même temps la douleur du deuil, la question du temps, la place de Blanche dans l'histoire du ministère, l'image du couple pastoral et les attentes immenses que beaucoup placent sur leur leader spirituel. Et plus le débat avançait, plus une question devenait impossible à éviter. Si Marcelo Tunasi a le droit de refaire sa vie, pourquoi ce droit a-t-il provoqué chez autant de chrétiens non pas un simple désaccord, mais un véritable réveil de malaise? C'est précisément ce malaise que nous allons entrer disséquer dans la suite. Parce que derrière la polémique, il y a une ligne de fracture beaucoup plus profonde entre la liberté biblique d'un veuf et ce que les fidèles sont réellement prêts, Thérèse, à l'accepter quand ce veuf s'appelle Marcelo Tunasi. Ce malaise vient du fait que dans cette affaire, deux logiques se sont violemment percutées sans jamais vraiment se réconcilier. La première logique est celle de Marcelo Tunasi lui-même, celle d'un homme devenu veuf, frappé par une perte réelle, confronté à une solitude réelle, obligé de reconstruire une vie qui s'est brutalement effondrée et qui estime avoir le droit, devant Dieu et devant sa conscience, d'ouvrir un nouveau chapitre. Dans cette logique, le remariage n'est pas une trahison, ni une négation de Blanche, ni une volonté d'effacer le passé. C'est une décision de reconstruction, une manière de dire que la mort a frappé, qu'elle a laissé des ruines, mais qu'elle n'a pas le pouvoir de condamner le reste de sa vie à l'immobilité. La seconde logique, elle, appartient au regard des fidèles, et ce regard n'obéit pas seulement à des principes bibliques. Il obéit aussi à l'émotion, à la mémoire, à la symbolique, à l'attachement construit pendant des années autour du couple Marcelo-Blanche. Pour beaucoup, Blanche n'était pas seulement l'épouse du pasteur. Elle faisait partie de l'image du ministère, de l'équilibre du couple pastoral, de l'histoire visible de la compassion. Son visage, sa présence, sa place aux côtés de Marcelo Tunasi avaient été intégrés dans la mémoire collective de ceux qui suivaient leur parcours. Quand cette femme disparaît, il ne reste pas seulement une absence dans une maison, il reste une absence dans l'imaginaire de milliards de personnes. Et quand le remariage arrive, cette mémoire encore brûlante se heurte de plein fouet à la décision d'avancer. C'est là que beaucoup de chrétiens se retrouvent intérieurement divisés. Bibliquement, ils savent qu'un veuf peut refaire sa vie. Humainement, émotionnellement, symboliquement, ils n'arrivent pas tous à accepter que cette possibilité prenne forme si vite dans l'histoire d'un couple qui les avait autant marqués. Ce décalage est essentiel parce qu'il explique pourquoi la polémique n'a pas été un simple débat de doctrine. Si le sujet n'avait été qu'une question biblique froide, la réponse aurait été beaucoup plus simple. Mais ici, la Bible, le deuil, l'image publique, la mémoire de Blanche, la vitesse perçue du remariage et les attentes placées sur un pasteur se sont tous retrouvés mélangés dans la même affaire. Et quand tous ces éléments se rencontrent, le débat devient explosif. Car au fond, une partie des chrétiens ne jugeait pas seulement un acte. Elle jugeait ce que cet acte produisait en elle. Un sentiment de rupture, une impression de basculement, parfois même un inconfort difficile à formuler. Certains avaient l'impression que le deuil collectif autour de Blanche n'avait pas encore eu le temps de retomber. D'autres voyaient dans le remariage une décision personnelle légitime, mais mal reçue, parce qu'elle venait heurter une sensibilité encore vive. D'autres encore considéraient que Marcelo Tunasi, en tant que pasteur exposé, ne pouvait pas s'attendre à ce que son choix soit perçu comme celui d'un homme ordinaire. Et c'est précisément là que la situation devient plus lourde. Le remariage de Marcelo Tunasi n'est plus seulement lu comme un événement privé, il est transformé en test public. Test de cohérence, test de patience, test d'image, test de fidélité à la mémoire de Blanche, test de rapport entre liberté personnelle et responsabilité pastorale.
En réalité, beaucoup de fidèles n'étaient pas simplement en train de se demander si Marcelo Tounasi avait le droit de se remarier. Ils étaient en train de se demander ce que ce remariage disait de lui, de son rapport au deuil, de son attachement au passé, de sa manière de gérer l'absence de Blanche et même de la place qu'il accorde au regard de ceux qui le suivent. Voilà pourquoi cette décision a pris une ampleur aussi violente, parce qu'elle a touché à des couches très profondes. Le deuil, l'amour, la mémoire, la foi, l'exemplarité, la pression spirituelle, l'image d'un couple pastoral et la difficulté pour un homme très observé de refaire sa vie sans provoquer une fracture dans ceux qui le regardent. Et plus cette fracture apparaissait, plus une autre question se mettait à brûler derrière toutes les autres. Marcelo Tounasi a-t-il simplement assumé un droit que beaucoup n'étaient pas prêts à avoir exercé? Ou a-t-il sous-estimé à quel point Blanche Tounasi occupait encore une place si immense dans le cœur des fidèles qu'aucune nouvelle union ne pouvait être accueillie sans provoquer une secousse? Cette question devient centrale parce qu'elle touche à une zone extrêmement sensible dans le monde chrétien. La différence entre ce que l'on accepte en théorie et ce que l'on accepte réellement quand cela arrive à un pasteur que l'on admire. En théorie, beaucoup de croyants savent qu'un veuf n'est pas condamné à rester seul toute sa vie. Ils savent qu'après la mort d'un conjoint, la possibilité de refaire sa vie existe. Sur le papier, cela peut sembler simple, mais dans le cas de Marcelo Tounasi, la théorie s'est fracassée contre l'émotion. Et cette émotion a été amplifiée par un élément que beaucoup sous-estiment. Blanche Tounasi n'était pas une figure anonyme dans l'histoire de son ministère. Elle faisait partie du décor spirituel, de l'image du couple pastoral, de la mémoire affective de ceux qui suivaient leur parcours. Son absence n'a donc pas été perçue comme la disparition d'un simple personnage secondaire dans l'histoire d'un prédicateur connu. Pour beaucoup, elle a été liée à une partie de l'identité même de ce que représentait Marcelo Tounasi. Voilà pourquoi le remariage a été lu par certains non pas comme un acte de survie, mais comme un basculement trop brutal dans une histoire qu'il n'avait pas fini de pleurer. Et plus on regarde cette affaire de près, plus on comprend que la division ne s'est pas créée uniquement autour d'un délai ou d'une décision. Elle s'est créée autour d'un symbole. Marcelo Tounasi n'était pas seulement en train de refaire sa vie, il était aux yeux de beaucoup en train de modifier l'image d'un couple que des milliers de fidèles avaient intégré dans leur propre imaginaire chrétien. Ce qui, pour lui, pouvait relever d'une reconstruction personnelle, a été vécu par certains comme une fracture dans une histoire qu'ils avaient eux-mêmes idéalisée. C'est là que l'on voit à quel point le rapport entre un pasteur public et ses fidèles peut devenir complexe. Les croyants n'écoutent pas seulement ses sermons, ils observent aussi son foyer, son couple, ses épreuves, sa manière de traverser la douleur. Ils projettent sur lui des attentes qui dépassent souvent la simple prédication. Ils attendent une cohérence, une stabilité, parfois même une forme de continuité émotionnelle qui, dans la réalité, est presque impossible à garantir. Marcelo Tounasi s'est donc retrouvé au cœur d'un piège redoutable. D'un côté, sa liberté d'homme veuf, son besoin de reconstruire sa vie, sa conviction d'avoir le droit d'avancer. De l'autre, une communauté qui ne regardait pas seulement un homme refaire sa vie, mais un symbole pastoral changé sous ses yeux alors que la mémoire de Blanche était encore brûlante. Et c'est ce choc entre le droit et l'acceptation émotionnelle qui a rendu l'affaire si lourde. Parce qu'au fond, beaucoup de chrétiens ne contestaient pas forcément le principe du remariage. Ce qu'ils n'arrivaient pas à absorber, c'était le passage d'un récit à un autre. Le passage de l'histoire, Marcelo Blanche à une nouvelle union. Le passage d'un deuil encore vif à une nouvelle étape qui leur donnait l'impression que le temps s'était accéléré, plus vite que leur propre capacité à accepter ce changement. Certains se demandaient si ce remariage n'envoyait pas un message troublant sur la durée du deuil. D'autres se demandaient si un pasteur aussi exposé ne devait pas tenir compte du poids symbolique de sa décision. D'autres encore voyaient dans cette affaire un rappel brutal d'une vérité dérangeante. Les pasteurs, même très admirés, restent des êtres humains avec leurs besoins, leurs faiblesses, leurs choix, leur solitude et leur reconstruction. Et c'est justement cette vérité qui dérange parfois le plus. Parce qu'elle casse l'image figée que beaucoup se font d'un leader spirituel. Elle rappelle qu'un homme de Dieu peut aussi être un homme en ruine, un homme en manque, un homme qui cherche à survivre après avoir vu son foyer être frappé par la mort. Mais cette vérité, aussi réelle soit-elle, ne suffit pas toujours à apaiser les consciences. Car dans une affaire aussi chargée émotionnellement, le débat ne se joue pas seulement sur ce qui est permis, il se joue sur ce qui est supportable pour la mémoire collective des fidèles. Et c'est précisément là que le remariage de Marcelo Tounasi devient plus qu'une décision personnelle. Il devient un révélateur de la manière dont les chrétiens gèrent le deuil d'une figure publique,
un révélateur de la place presque sacrée que certains accordent au couple pastoral. Un révélateur de la difficulté qu'il y a à accepter qu'un homme très exposé puisse vouloir recommencer à vivre alors que, dans l'esprit du public, l'histoire précédente semble encore inachevée. À partir de là, la vraie question n'est plus seulement de savoir pourquoi les chrétiens ont été divisés. La vraie question devient plus inconfortable. Marcello Tunasi a-t-il simplement payé le prix d'avoir voulu refaire sa vie sous les yeux d'un public incapable de séparer l'homme du symbole? Ou son remariage a-t-il révélé une fracture plus profonde dans la manière dont les fidèles pensent que le deuil, la fidélité à une mémoire et la liberté réelle laissée à leur pasteur? Marcello Tunasi, lui, ne présente jamais ce remariage comme un caprice ni comme une fuite en avant. Dans sa logique, cette décision ne naît pas d'un oubli de Blanche, encore moins d'un désir d'effacer l'histoire qu'il a construite avec elle. Il la présente comme la conséquence d'une réalité beaucoup plus brutale. Après la mort de son épouse, il ne restait pas seulement un homme connu, un pasteur écouté, un leader religieux observé de partout. Il restait aussi un veuf, un homme qui, derrière la chair, derrière les foules, derrière la puissance de ses prédications, devait rentrer dans une maison marquée par l'absence, porter une solitude que personne ne pouvait vraiment mesurer et affronter une vie qui n'avait plus la même structure qu'avant. C'est là que sa décision prend tout son poids, car pour lui, le remariage n'est pas présenté comme un luxe émotionnel, mais comme un choix de reconstruction, une manière de ne pas laisser la mort transformer le reste de son existence en territoire figé, une manière de reconnaître que Blanche a compté, qu'elle comptera toujours, mais que sa disparition a aussi créé une fracture concrète dans sa vie d'homme, de père, de responsable, de pasteur. Marcello Tunasi donne alors l'impression de défendre une idée simple, mais dérangeante. Le deuil ne supprime pas le besoin de vivre. Il ne supprime pas le besoin de stabilité, de foyer, d'équilibre, de présence humaine. Et c'est précisément là que son discours devient difficile à entendre pour certains, parce qu'il ramène le débat sur un terrain que beaucoup préfèrent éviter, celui de la réalité nue. La réalité d'un homme qui n'est pas seulement un symbole spirituel, mais un être humain exposé à la solitude, à la fatigue, au manque, au besoin de reconstruire quelque chose de concret après l'effondrement d'une partie de sa vie. Dans cette logique, Marcello Tunasi ne cherche pas à demander la permission de refaire sa vie. Il cherche à faire comprendre qu'il ne voulait pas être condamné à vivre éternellement dans le statut d'homme brisé. Il refuse l'idée selon laquelle la fidélité à Blanche devrait forcément prendre la forme d'une immobilité permanente. Il refuse aussi qu'on confonde mémoire et enfermement. Pour lui, honorer celle qui est partie ne signifie pas se condamner soi-même à ne plus jamais avancer. Et c'est là que la scène devient lourde, parce que cette position place Marcello Tunasi au centre d'un conflit violent entre ce qu'il estime être un droit légitime de reconstruction. À ce stade, le remariage de Marcello Tunasi ne se résume plus à une décision intime, ni même à une simple polémique de calendrier aérien. Il devient un révélateur brutal de quelque chose de plus profond. La fracture entre ce que les chrétiens disent accepter en théorie et ce qu'ils supporteraient réellement quand cela touche un pasteur qu'ils ont élevé au rang de symbole. Car derrière les réactions, les malaises, les débats et les jugements, une réalité apparaît. Beaucoup de fidèles ne regardaient plus Marcello Tunasi comme un homme qui avait perdu sa femme et qui cherchait à reconstruire sa vie. Ils le regardaient comme le survivant d'un couple pastoral devenu, avec le temps, une image presque sacrée. Et c'est précisément ce statut qui rend son remariage si difficile à absorber. Parce que dans l'esprit de nombreux chrétiens, Blanche n'était pas seulement l'épouse disparue d'un prédicateur connu. Elle était une présence associée à l'histoire même de son ministère, à la stabilité de son foyer, à l'image d'un couple que l'on observait, que l'on admirait, parfois même que l'on idéalisait. Son absence avait déjà laissé une plaie. Mais l'annonce d'une nouvelle union vient rouvrir cette plaie d'une autre manière. Elle oblige tout le monde à comprendre que l'histoire Marcello Blanche n'est plus seulement un passé douloureux. Elle est désormais un passé que Marcello lui-même a décidé de ne plus habiter seul. Et c'est ce passage qui heurte. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'accepter qu'une femme soit morte. Il s'agit d'accepter qu'un homme très exposé, dont le couple faisait partie de l'imaginaire spirituel de milliers de personnes, puisse un jour déplacer le centre de sa vie vers une autre présence. Pour certains, c'est humain. Pour d'autres, c'est insupportable. Voilà pourquoi la division devient si violente. Elle ne porte pas seulement sur le remariage, elle porte sur la place laissée à la mémoire de Blanche dans le récit collectif. Beaucoup de fidèles n'étaient pas simplement en train d'évaluer une décision biblique.
ils étaient en train de protéger intérieurement une histoire qu'ils n'avaient pas envie de voir se refermer de cette façon. Ils voulaient encore en voir Marcelo Tounassi comme le gardien de cette mémoire, comme l'homme qui continue à porter selon le poids visible de l'absence, comme celui dont la douleur confirme que ce couple total reste irremplaçable. Et quand le remariage arrive, cette attente éclate. Elle se heurte à une vérité plus crue de haine. Marcelo Tounassi, lui, ne veut pas seulement être le gardien d'un passé. Il veut aussi rester un homme vivant, capable de reconstruire un foyer, de retrouver une stabilité, de ne pas finir enfermé dans une identité de veuf éternel. C'est là que le conflit devient presque impossible à apaiser, car les deux camps ne parlent pas exactement de la même chose. Marcelo Tounassi parle de survie, de reconstruction, de droit à continuer sa vie après la mort de son épouse. Une partie des fidèles, elle, parle de mémoire, de symboles, de fidélité visible, de rythme du deuil, de ce qu'un pasteur exposé devrait incarner devant ceux qui le suivent. Et comme ces deux logiques ne se rencontrent pas, chacune finit par juger l'autre. Les défenseurs de Marcelo voient des chrétiens qui imposent à un homme en deuil une prison émotionnelle au nom d'une image qu'ils refusent de laisser évoluer. Ces critiques, eux, voient un pasteur qui n'a pas mesuré la violence de ce que son choix pouvait produire dans une communauté encore marquée par la mort de Blanche. Plus encore, cette affaire révèle un autre malaise, plus discret mais plus dérangeant. Dans le monde chrétien, on accepte souvent qu'un pasteur parle de souffrance, qu'il témoigne de ses blessures, qu'il montre ses larmes, parce que cela nourrit l'image d'un homme éprouvé mais fidèle. En revanche, lorsqu'il commence à sortir de cette souffrance, à reprendre sa vie, à poser des actes concrets de reconstruction, il cesse d'être seulement touchant, il devient troublant. Comme si la douleur était plus facile à admirer que la liberté de s'en relever. Comme si le veuf fidèle au souvenir était plus rassurant que l'homme qui décide de recommencer à vivre. C'est cette contradiction silencieuse que le remariage de Marcelo Tounassi a mise à nu. Il a révélé que beaucoup de croyants ne sont pas seulement attachés à des principes spirituels. Ils sont aussi attachés à des récits, à des symboles, à des images qu'ils veulent voir durer selon leur propre rythme. Et lorsqu'un pasteur sort de ce récit, plus tôt que prévu, ce n'est pas seulement sa décision qui est contestée, c'est le droit même qu'il s'accorde de ne plus rester figé dans la posture que le public avait préparée pour lui. Voilà pourquoi cette affaire dépasse largement Marcelo Tounassi lui-même. Elle expose une tension plus large dans le christianisme contemporain. Jusqu'où laisse-t-on réellement un leader spirituel vivre sa douleur, son deuil et sa reconstruction comme un homme ordinaire sans lui imposer le poids d'un rôle, d'un symbole, d'un scénario émotionnel écrit à sa place? C'est précisément cette tension qui va devenir encore plus lourde dans la suite. Parce qu'à partir du moment où le remariage n'est plus seulement vu comme une décision privée, mais comme un geste qui redessine l'image publique du pasteur, une autre question prend le dessus. Ce choix a-t-il simplement choqué les chrétiens ou a-t-il profondément changé la manière dont une partie d'entre eux regarde désormais Marcelo Tounassi lui-même? Oui, et c'est précisément à cet endroit que le remariage de Marcelo Tounassi cesse d'être seulement une affaire de deuil ou de calendrier pour devenir une affaire d'image, d'autorité et même de crédibilité spirituelle aux yeux d'une partie du public. Parce qu'une fois la surprise passée, une autre question commence à prendre toute la place. Est-ce que cette décision change la manière de regarder l'homme qui prêche? Est-ce qu'elle change la manière d'écouter sa voix? Est-ce qu'elle fissure l'autorité qu'il avait construite pendant des années? Pour comprendre la violence de cette question, il faut voir à quel point Marcelo Tounassi n'était pas suivi uniquement pour ses messages. Il était aussi suivi pour ce qu'il représentait. Sa vie, son couple, son foyer, son parcours formaient avec sa prédication un ensemble cohérent dans l'esprit de beaucoup de fidèles. On n'écoutait pas seulement une voix puissante. On regardait aussi un modèle pastoral. Un homme dont la maison, le mariage, la stabilité et la vision semblaient prolonger le message annoncé à la chair. Or, lorsqu'un remariage surgit dans un contexte aussi chargé émotionnellement, certains ne le lisent plus seulement comme un acte personnel. Ils le lisent comme un élément qui reconfigure toute la perception du personnage public. Ce n'est plus uniquement la question de savoir s'il avait le droit de refaire sa vie. C'est la question de savoir si le pasteur que l'on suivait hier est encore perçu de la même manière aujourd'hui. Et c'est là que les réactions deviennent plus profondes qu'un simple désaccord. Car pour une partie des chrétiens, le remariage n'a pas seulement créé un malaise affectif, il a introduit un doute. Pas forcément un doute théologique brutal, mais un doute plus diffus, plus émotionnel, plus symbolique. Si Marcelo Tounassi a pu prendre une décision que beaucoup n'étaient pas prêts à voir arriver, est-ce que cela modifie la confiance, l'admiration
l'identification que certains plaçaient en lui. Est-ce qu'un homme, même qui parlait si souvent de foyer, de mariage, de discipline, de vision, peut traverser un tel basculement sans que son image soit touchée? Voilà le vrai nœud. Parce que dans le monde chrétien, l'autorité d'un pasteur ne repose pas uniquement sur ce qu'il enseigne. Elle repose aussi, qu'on le veuille ou non, sur la lecture que les fidèles font de sa vie. Et dès que cette vie traverse une secousse publique, le regard change. Certains continuent à voir un homme éprouvé, un veuf qui a souffert, un pasteur qui a simplement choisi de se reconstruire. Mais d'autres commencent à regarder chaque prise de parole avec un arrière-plan de plan d'envers. Chaque message sur le mariage, sur la douleur, sur la fidélité, sur la reconstruction, sur le couple peut être réécouté à la lumière de cette décision. Non pas parce que son enseignement s'effondre automatiquement, mais parce que le remariage a créé une nouvelle grille de lecture. À partir de là, Marcelo Tounassi ne parle plus dans le même climat qu'avant. Il parle avec, derrière lui, une histoire qui a divisé. Il parle devant un public dont une partie a accepté son choix, une autre l'a compris sans être totalement à l'aise, et une autre encore a commencé à regarder son parcours avec une réserve nouvelle. C'est cela qui rend cette affaire si lourde. Elle n'a pas seulement blessé ou surpris, elle a déplacé le regard. Elle a transformé la manière dont certains reçoivent l'homme derrière le micro. Et ce déplacement du regard est redoutable, parce qu'il agit silencieusement. Il ne crie pas toujours. Il ne se voit pas forcément dans un débat public. Mais il change la température spirituelle autour d'un leader. Il peut fissurer l'adhésion totale, introduire une distance, faire naître une prudence, parfois même une forme de déception difficile à avouer. Pour certains, Marcelo Tounassi reste un homme qui a traversé une tragédie, qui a fait un choix personnel légitime, et qui n'a pas à vivre selon le scénario émotionnel des autres. Pour d'autres, le remariage a marqué une rupture plus profonde. Non pas une rupture avec l'évangile, mais une rupture avec l'image qu'il s'était construite de lui. Et quand l'image se fissure, même si le ministère continue, même si les sermons restent puissants, même si les foules sont encore là, quelque chose change dans la relation entre le pasteur et ceux qui l'écoutent en tête. Voilà pourquoi cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme qui refait sa vie. C'est aussi celle d'un leader spirituel qui découvre que dans le christianisme contemporain, on peut survivre à la douleur, survivre à la polémique, survivre au jugement. Mais que la vraie bataille commence quand une décision intime modifie le regard public posé sur toute une vie de ministère. Et c'est exactement là que la scène suivante devient encore plus explosive. Parce qu'après la division émotionnelle et la fracture d'image, il reste une question encore plus brûlante. Marcelo Tounassi s'est-il simplement heurté au poids insupportable des attentes chrétiennes? Ou ce remariage a-t-il réellement laissé une trace durable sur son autorité et sur la façon dont son ministère sera perçu à long terme? C'est là que l'affaire atteint son point le plus sensible, parce qu'à partir du moment où le remariage commence à modifier l'image publique de Marcelo Tounassi, la question n'est plus seulement de savoir si les chrétiens ont été choqués. La vraie question devient: est-ce que cette décision laisse une trace durable sur son autorité spirituelle, sur sa capacité à parler encore avec la même force, avec la même crédibilité, avec le même poids devant ceux qui l'écoutaient autrefois sans réserve? Et pour comprendre ce qui se joue ici, il faut regarder la nature même de l'autorité d'un pasteur comme Marcelo Tounassi. Son influence ne repose pas seulement sur une connaissance biblique ou sur une capacité à captiver une foule. Elle repose sur un ensemble plus large. La cohérence perçue entre sa vie, son foyer, son parcours, son message, son ton, sa posture. Pendant des années, beaucoup n'ont pas seulement vu en lui un prédicateur fort. Ils ont vu un homme dont la vie semblait donner du corps à ce qu'il annonçait. Or, quand un événement aussi intime et aussi chargé émotionnellement qu'un remariage surgit dans un contexte de deuil encore brûlant, cette cohérence n'est pas forcément détruite, mais elle est testée avec une violence extrême. Certains continuent à l'écouter sans que rien ne change, parce qu'ils considèrent que la Bible, la douleur du veuvage et le droit à la reconstruction suffisent à justifier sa décision. Pour eux, Marcelo Tounassi n'a pas perdu son autorité. Au contraire, il reste un homme réel, un homme qui a traversé la mort, le vide, la solitude et qui refuse de se laisser enterrer vivant avec son passé. Mais pour d'autres, le remariage introduit une zone d'ombre plus difficile à nommer. Ce n'est pas forcément un rejet frontal. Ce n'est pas toujours une accusation. C'est parfois quelque chose de plus silencieux, plus lent, plus corrosif. Une réserve, une gêne, une distance, une difficulté à recevoir ces messages exactement comme avant. Car une fois qu'une décision aussi forte vient fissurer l'image que certains se faisaient de lui, tout peut être réinterprété.
Ces paroles sur le mariage, sur la fidélité, sur la douleur, sur la reconstruction, sur la patience, sur la vie de famille, ne sont plus écoutées dans un vide. Elles sont désormais entendues à travers le filtre du remariage. Non pas parce qu'elles perdraient automatiquement toute valeur, mais parce que l'histoire personnelle du prédicateur s'est imposée au centre du message. Et quand la vie privée entre aussi brutalement dans la perception du ministère, elle peut changer la manière dont les fidèles reçoivent chaque mot. Voilà pourquoi cette affaire n'est pas une simple tempête médiatique passagère. Elle touche à quelque chose de plus profond, la relation entre la vie du pasteur et la confiance du public. Un pasteur peut traverser une épreuve et parfois, cette épreuve renforce même son autorité, parce qu'on voit en lui un homme éprouvé, plus vrai, plus humain, plus profond. Mais un pasteur peut aussi traverser une décision qui, même légitime sur le fond, heurte tellement les attentes, les émotions et l'imaginaire du public qu'elle introduit une fracture durable dans la réception de son ministère. Et c'est précisément ce qui rend le cas Marcelo Tounassi si particulier. Son remariage ne s'est pas contenté de faire parler. Il a forcé chacun à redéfinir sa position à son égard. Certains l'ont défendu comme un homme libre, refusant d'être prisonnier du regard des autres. D'autres l'ont suivi en silence, sans applaudir, sans condamner, mais avec une forme d'inconfort persistant. D'autres enfin ont vu dans cette décision un tournant qui les empêchera peut-être toujours de le regarder avec la même adhésion qu'avant. C'est ce que là la trace durable dont il faut parler. Pas forcément une chute visible, pas forcément une perte immédiate de foule ou d'influence, mais un déplacement profond du regard. Une partie du public ne voit plus seulement Marcelo Tounassi comme le prédicateur puissant d'hier. Elle le voit aussi à travers le prisme d'un remariage qui a divisé, bousculé, dérangé, parfois blessé. Et ce prisme, une fois installé, ne disparaît pas facilement. Il accompagne les futures prises de parole, les futurs messages, les futures apparitions. Il devient une ombre attachée au récit. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Car ce qui rend cette affaire encore plus fascinante, c'est que malgré la division, malgré la gêne, malgré la fracture émotionnelle, Marcelo Tounassi reste une figure que beaucoup continuent de suivre, d'écouter, d'observer. Ce qui veut dire qu'au fond, le remariage n'a pas seulement ouvert un débat sur son choix. Il a ouvert un débat beaucoup plus vaste sur ce que les chrétiens attendent réellement d'un homme de Dieu quand sa vie bascule. Veut-il un pasteur vrai, libre de traverser la douleur et de se reconstruire selon son propre rythme? Ou veut-il un symbole qui, même brisé, continue de se comporter selon le scénario émotionnel que la communauté juge acceptable? C'est cette question qui fait de cette histoire bien plus qu'une polémique autour d'un remariage. Elle en fait une confrontation brutale entre la liberté d'un homme blessé et la puissance du regard chrétien posé sur lui. Et c'est exactement à cet endroit que la dernière scène doit frapper, parce qu'elle ne va plus seulement parler de Marcelo Tounassi. Elle va parler du monde chrétien lui-même, de ses attentes, de ses contradictions, de sa manière de gérer le deuil, la mémoire, la reconstruction, et du prix que paient parfois les pasteurs quand leur vie personnelle refuse de rester enfermée dans l'image que les fidèles avaient construite pour eux. C'est ici que l'affaire Marcelo Tounassi cesse d'être seulement un débat sur un remariage, pour devenir un affrontement beaucoup plus violent entre deux statuts que le public mélange sans cesse, celui d'un homme devenu veuf et celui d'un pasteur que des milliers de personnes regardent comme un symbole. Car au fond, toute la tempête est là. Si Marcelo Tounassi n'avait été qu'un homme ordinaire, la question de son remariage aurait sans doute provoqué quelques réactions, quelques murmures, peut-être des jugements dans un cercle limité, puis la vie aurait repris son cours. Mais Marcelo Tounassi n'est pas un homme ordinaire dans l'œil du public chrétien. Il est un visage connu, une voix écoutée, un prédicateur suivi, un leader auquel beaucoup ont attaché bien plus qu'un simple ministère. Ils y ont attaché une image, une exemplarité, une représentation du couple pastoral, une idée de la dignité dans l'épreuve, une certaine manière de vivre la foi, la famille, la perte et la reconstruction. Et c'est précisément parce qu'il porte tout cela que son remariage ne peut pas être reçu comme celui d'un inconnu. À partir du moment où Marcelo Tounassi refait sa vie, les gens ne regardent pas seulement un homme qui sort de la solitude, ils le regardent un pasteur. Et ce mot change tout, parce que dans l'imaginaire chrétien, un pasteur n'est presque jamais autorisé à être seulement un homme. Il doit être plus lent, plus prudent, plus visible dans sa douleur, plus lisible dans ses choix, plus irréprochable dans le rythme même de sa reconstruction. On ne lui accorde pas simplement le droit de vivre. On attend de lui qu'il vive d'une manière qui rassure, qui édifie, qui ne trouble pas la conscience des fidèles. Voilà le piège. Marcelo Tounassi, en tant que veuf, peut considérer qu'il a le droit de reconstruire sa vie selon sa conscience, selon sa douleur, selon son besoin de stabilité, selon la manière dont lui-même traverse l'absence de Blanche. Mais Marcelo Tounassi, en tant que pasteur, se heurte à une autre logique,
beaucoup plus écrasante, celle d'un public qui ne juge pas seulement la légitimité du remariage, mais la façon dont un homme de Dieu devrait porter son deuil sous les yeux de tous. Et c'est là que la fracture devient presque impossible à résoudre, parce que ces deux statuts ne se laissent pas facilement réconcilier. Le veuf a besoin de respirer, de survivre, de ne pas rester figé dans les ruines. Le pasteur, lui, est sommé de penser à l'effet de chacun de ses choix sur ceux qui le regardent. Le veuf cherche un nouveau souffle. Le pasteur, lui, traîne derrière lui une foule d'attentes silencieuses, de projections, d'exigences morales, de lectures spirituelles, de blessures collectives que son simple acte personnel vient de réveiller. Et plus on regarde cette histoire, plus on voit que la violence de la polémique ne vient pas seulement de la proximité entre la mort de Blanche et l'annonce d'un nouveau mariage. Elle vient du fait que beaucoup de chrétiens ont refusé, consciemment ou non, de séparer Marcello Tunasi, l'homme de Marcello Tunasi, le symbole. Ils n'ont pas vu un veuf qui tente de sortir du vide. Ils ont vu un pasteur dont la décision venait déranger la mémoire d'un couple qu'ils avaient eux-mêmes élevé très haut. Ils ont vu un leader spirituel qui, au lieu de rester longtemps dans l'image du survivant, fidèle au souvenir, osait déjà déplacer le centre de sa vie vers un autre chapitre. Et ce déplacement a été vécu comme une secousse.